qui est bien d'être là, j'espère que vous allez tous bien. Depuis ce matin, j'entends plein de choses intéressantes avec des passionnés qui dévoilent un petit peu leur technique et puis qui savent aussi mettre l'accent sur ce qui n'est pas encore bien maîtrisé, sur les inconnus qui restent un petit peu sur les processus de guérison. Donc en fait, depuis ce matin, je m'aperçois qu'il y a une espèce d'équation qui se met un petit peu bout à bout comme ça, et je vais essayer d'apporter un petit bout de l'équation supplémentaire. Alors, les médecines énergétiques. Bon, alors juste pour me définir un petit peu, j'ai 48 ans, je suis médecin généraliste depuis 20 ans, je suis installé depuis 7 ans à Givelde, et depuis un peu plus de 2 ans, je me suis formé à une certaine forme de médecine énergétique, une certaine forme de médecine énergétique que je fais assez régulièrement. J'ai depuis 2 ans réalisé plus de 200 séances énergétiques sur mes patients. Le premier constat que je ferai après cela, c'est que cette médecine énergétique, pour moi, c'est vraiment une carte intéressante en termes de prise en charge globale. Je parle de prise en charge globale parce qu'on ne va pas tenir compte que des problèmes de symptômes, on va vraiment rentrer dans ce qui se passe dans la vie des gens. Et c'est vraiment important, en tout cas pour moi, médecin généraliste, de ne pas seulement être là pour faire des prescriptions rapidement. J'ai besoin de retrouver un petit peu de contact avec les patients, et c'est vraiment une technique qui m'a permis de retrouver ça dans une pratique de tous les jours qui n'est pas forcément évidente, puisque vous savez très bien, beaucoup de médecins, toujours plus de patients, veulent jamais de temps, voilà. Alors, pour moi, il est évident que c'est une médecine qui est complémentaire. Hein, je suis médecin à la base, ça m'apporte une complémentarité, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois sur des pathologies où j'avais des difficultés à trouver des réponses avec la biomédecine. Je les ai trouvées avec l'énergétique. Alors souvent, même en complémentarité, c'est-à-dire vraiment en associant les deux. Alors c'est vrai que le monde de l'énergétique, c'est assez vaste, parce que déjà même médecine énergétique, c'est pas forcément un terme bien adapté. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas initié, c'est difficile de savoir la différence entre je vais chez le magnétiseur, je vais chez le réflexologue, je vais chez le médecin holistique. Donc c'est pas évident. En tout cas, je pense quand même qu'il y a des concepts et des outils qui tournent généralement autour de ce qu'on appelle l'énergie. Donc on va essayer de définir un petit peu ce que c'est ça, l'énergie. Alors, souvent, moi, en tout cas en tant que généraliste, j'ai souvent des patients qui viennent me voir en disant je suis déjà allé voir le magnétiseur, et puis il a passé ses mains comme ça, et puis j'ai senti comme quelque chose, voilà, mais je sais pas quoi, mais en tout cas ça me fait du bien. Voilà. Il y a d'autres patients qui sont allés voir un réflexologue, et puis il me dit il m'a appuyé sur les pieds à certains endroits, et puis c'est vrai qu'après je me suis senti bien, ça me fait pleurer, tout ça. Bon. En tout cas, je suis pas là pour dire quelle est la thérapie la mieux par rapport à une autre, mais en tout cas, il y a toujours cette notion de quelque chose qui circule, une espèce de flux qu'on peut plus ou moins percevoir, et les gens, c'est vraiment des sensations qu'ils ont par rapport à ça. Alors, évidemment, il y a des gens qui ressentent et des gens qui ne ressentent pas. Alors, on se demande bien pourquoi. Il y a des gens pour qui ça marche, des gens pour qui ça ne marche pas du tout, et des gens qui reviennent, c'est-à-dire ça a marché, mais le problème est revenu. Donc voilà, il y a des gens qui sont complètement guéris après une séance de médecine énergétique. Donc, comment se fait-il? Y a-t-il un point de vue permettant d'expliquer cela? Pour commencer, pour que ce ne soit pas trop compliqué, on va partir de la notion d'énergie. Depuis ce matin, on parle surtout de l'énergie cellulaire, l'énergie mitochondriale. Ce n'est pas du tout ce type d'énergie qu'on vise quand on travaille l'énergétique. On est plutôt sur une forme d'énergie qui est corpusculaire, c'est-à-dire une énergie qui est vraiment au plus infime de la matière, donc plus petit que l'atome, encore plus petit que les particules en dessous de l'atome. Et c'est plutôt la science basée sur les théories de la physique quantique qui nous apporte un peu la réponse. Qu'y a-t-il comme chose au plus petit de la matière? Et là, la physique quantique nous dit qu'il y a des trous noirs et des trous blancs, qui sont de l'énergie pure. Voilà. Ces trous noirs, ces trous blancs seraient organisés sous forme d'amas et intriqués entre eux, et pourraient donc constituer toute la matière. Tout ce que vous touchez, respirez, vous-même, vous êtes constitué d'énergie. Puisqu'au fond même de vos plus petites cellules,
plus petit que vos atomes, vous avez de l'énergie. Donc, plusieurs configurations sont possibles pour une même matière, puisque ces amas peuvent changer. Donc, tout corps physique est une configuration énergétique différente. Un corps humain, c'est un corps physique. Et donc, c'est une configuration énergétique. Et cette configuration énergétique, on va la nommer conscience humaine. Alors là, j'introduis la notion de conscience. Donc on va quand même donner un peu de sémantique, parce que pour la biomédecine, la conscience, c'est plutôt le fait d'être éveillé, d'être conscient de son environnement. Elle est plutôt produite plutôt localisée, pardon, dans le cerveau. Certains l'appellent même la conscience analytique cérébrale. Pour l'énergéticien, c'est un peu différent. Elle remplit le corps physique en entier et elle regroupe la somme de tout ce que l'être a pu expérimenter en termes de confiance, en termes d'émotion, en termes de pensée, en termes de relations, de communication. On dit que c'est son expérience d'être. Donc schématiquement, elle est localisée partout. Certains l'appellent la conscience extraneuronale ou intuitive extraneuronale, ce sont des termes en gros pour dire que c'est en dehors des neurones et donc du cerveau. Le schéma global est suivant. Donc, vous avez votre véhicule qui est votre corps physique, voilà. Puis vous avez vos bagages qui représentent vos expériences, tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Mettons, vous partez en voyage, là, vous avez toutes vos expériences sur votre voiture. Et puis, vous avez le conducteur qui est votre conscience individualisée et qui peut mettre en mouvement tout ça. Et tout ça, c'est votre conscience. C'est une histoire d'entité entière. Voilà. Alors, s'il y a un changement dans la conscience, c'est un effet possible sur la circulation de l'énergie. Donc, il y a une circulation qui change à travers ces petits amas de tremars et tout. Et ça peut possiblement entraîner un effet dans une partie du corps. Mais c'est quoi en fait un changement dans la conscience? Eh bien, un changement dans la conscience, c'est comment la personne décide de répondre à une situation, à un stimulus particulier. Comment la personne se comporte devant une situation particulière. Quand quelqu'un est en bonne santé, il n'y a pas de tension dans la conscience. Les comportements de la personne lui vont bien, la personne est heureuse, elle n'a pas de maladie, schématiquement. Quand il y a une tension dans la conscience, ça perturbe l'énergie, la circulation de l'énergie, et ça peut donner apparition possible de symptômes. Alors, la tension de la conscience doit être soit répétitive, soit longue pour que ça donne des symptômes. C'est pas parce que vous avez une petite contrariété que ça va forcément vous donner des symptômes longs, des symptômes peut-être brefs, mais globalement, voilà le schéma de base. Donc en fait, on peut dire que l'énergétique, en gros, c'est juste une technique d'observation comportementale. Tout simplement. Donc, la première partie là est vraiment importante, c'est comprendre vraiment ce qui se passe dans la vie du patient au moment de l'arrivée. Donc là, on en revient vraiment à cette notion d'écoute, parce que la première chose qu'il faut faire, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait dans la vie des gens quand la maladie a commencé. Donc voilà la première étape d'une consultation, c'est définir avec le patient ses motifs de consultation. Donc on définit d'abord les symptômes, est-ce que c'est juste des symptômes, une maladie, des problèmes. Là, je vous explique un petit peu pour toutes les maladies, après on reviendra plus sur l'oncologie, mais je vais devoir vous expliquer les principes sur à peu près toutes les maladies. Donc on regarde leur topographie, c'est-à-dire où c'est déclenché le symptôme, dans quelle partie du corps, de quel côté du corps. Et puis, bien sûr, on s'attelle à savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait au moment dans la vie de la personne. Alors, c'est pas toujours facile pour les gens de parler comme ça, surtout quand ils ne connaissent pas le praticien. Donc, quand je suis avec mes patients, ça va, ils me connaissent, donc ils sont plus vite dans la confiance. Quand je suis avec quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un et qui ne me connaît pas, il y a toujours une petite phase pour briser un peu la glace. Enfin, voilà, c'est un peu comme tout dans toute relation de confiance, il faut un petit peu de temps. Ensuite, la deuxième étape va être d'utiliser une carte de la conscience et des outils. Alors, des cartes de la conscience, il y en existe plusieurs.
Je ne suis pas là pour inventer plus une ou qu'une autre, mais par contre, je vais vous parler de celle que je connais. Je ne vais pas vous parler d'autres cartes que je ne connais pas, je sais qu'il y en a plusieurs, donc moi, je vous parle de celle que je connais. Celle que je connais a été inventée par M. Martin Hoffman, et qui a créé cette méthode qui s'appelle la méthode corps-miroir, et qui nous propose une carte de la conscience basée sur une étude comportementale et sur une quantification qui a duré pendant une quarantaine d'années. Elle s'appuie autour du système des centres énergétiques, qu'on appellera ici chakras. Il peut y avoir d'autres dénominations selon quelle technique on utilise. Il y en a qui les appellent Dentian, par exemple pour les Chinois, nous on va les appeler chakras. Voilà, c'est juste pour donner un nom pour que ce soit plus parlant. En tout cas, sachez que ce sont des centres énergétiques. La méthode proposée, en tout cas ici par Martin Hoffman, est une méthode qui a une approche très analytique et qui a ses propres outils de travail. On n'utilise pas d'autres outils, d'autres techniques. La méthode s'autosuffit à elle-même pour ce genre de choses. En tout cas pour la méthode énergétique ici. Juste une rapide slide pour les chakras, juste pour définir un peu ce que c'est un chakra. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore de preuve scientifique de l'existence des chakras, mais comme pour les méridiens, ça ne saurait tarder. Ce sera probablement le monde de la physique quantique qui nous donnera les réponses par rapport à ça, mais globalement, les chakras, les voici, sont 7 chakras principaux. Ce sont en fait des valves énergétiques dynamiques, c'est-à-dire comme des petites valves qui s'ouvrent et qui se ferment au gré des stimulus qui interagissent avec eux-mêmes. Voilà, donc dès que quelqu'un fasse un stimuli, un chakra peut momentanément se mettre en tension, s'ouvrir, se fermer. Ils font circuler l'énergie dans le corps physique et rentrent en interaction et interagissent avec soit la voie nerveuse, soit la voie endocrinienne, principalement. En fait, chaque chakra correspond à une topographie différente. Donc, chaque chakra permet de gérer telle ou telle partie du corps. Enfin, en tout cas, ces effets sont actifs sur telle ou telle partie du corps. Et chaque niveau de chakra, chaque chakra représente une partie de la conscience, comme je le disais tout à l'heure, en termes de confiance, de ressenti, de pensée, de relation, de communication, de spiritualité et de connexion à quelque chose d'un peu plus grand, à autrui. En gros, l'analyse se passe de la façon suivante. On part du symptôme, ou des symptômes. On regarde sa topographie dans le corps physique. On regarde où est-ce que le symptôme est apparu. Et puis, on retrouve le chakra correspondant à cette partie topographique. On trouve donc l'attention dans la partie de la conscience correspondante à la personne. J'espère que c'est clair. Alors, la séance. Alors, une séance, c'est assez long. La première séance, c'est 1h30, 2 heures pour vraiment aller au fond des choses. Ça permet de localiser les tensions dans la conscience par l'analyse des chakras, on vient de le dire, et ça permet aussi d'amorcer certaines corrections en utilisant des outils. Alors, je ne vais pas développer ici parce qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques, je ne vais pas commencer à vous expliquer tous les outils possibles, mais en gros, il y a l'utilisation d'outils qu'on apprend, on se forme, ça c'est super important, il faut se former pour apprendre ces outils. Et puis, il y a une troisième étape qui va être de restituer au sujet les tensions qui sont observées pour qu'il comprenne les comportements qui ne lui rendent pas service. En gros, on lui fait un feedback un petit peu de ce qui est au niveau de ses chakras. Pourquoi est-ce que ce chakra-là est en tension? Peut-être qu'à ce moment-là, il se passait ça dans votre vie. On utilise une carte, je vais vous montrer après, et on voit si ça fait sens pour lui, et souvent, c'est le cas. On lui fait des propositions d'ajustement. Donc, on ne dit pas, voilà, il faut faire ça, on dit, ça serait peut-être bien de faire ça, ou d'envisager de faire ça autrement. Et après, à lui de juger s'il veut faire ou pas. Donc, on dit qu'il devient acteur de sa guérison. On n'est pas dans une démarche où on vient prendre un soin, on vient peut-être prendre un soin ou quelque chose, mais en tout cas, on repart avec peut-être un encouragement à aller mieux en changeant certains comportements. Donc le patient peut ou pas ajuster son comportement et ses pensées. Ça le place donc dans une autre configuration énergétique, puisqu'il va changer. Et de nouveau, la circulation de l'énergie passera à l'équilibre.
Et on appelle ça un retour potentiel à l'intégrité. Voilà, c'est l'intégrité. On comprend donc pourquoi il y a des gens qui rechutent et des gens qui guérissent, parce qu'il y a des gens qui n'adaptent pas leur comportement et d'autres qui adaptent leur comportement. Alors, au niveau de l'oncologie, un cancer, c'est une maladie. Donc, on fait exactement pareil. C'est-à-dire, on regarde le symptôme, là où la tumeur primitive est arrivée, la topographie, les comportements exactement pareils que n'importe quelle maladie. On retrouve quand même qu'en termes de comportement, il y a une signification de l'attention de la conscience qui est retrouvée de façon commune au niveau du cancer. On a souvent des sujets qui sont, en termes de comportement, réprimés et non exprimés. En tout cas, moins réprimés, après non exprimés, ou les deux. Il y a même des gens qui répriment tellement un sujet qu'ils se demandent au bout de quelques temps si ça a vraiment existé, tellement ils l'ont réprimé. Donc c'est vraiment des choses profondes qui sont réprimées. Le sujet, il est si vous voulez, un cancer, si on ne soigne pas, normalement on meurt. Hein, d'accord? C'est-à-dire que si on ne fait rien, on meurt. Souvent. Et donc, il faut se dire que le sujet est probablement dans une configuration, il vit une situation qui est vraiment pour lui impossible, qui est vraiment, et donc il y a une partie profonde de lui qui refuse de rester là. Donc on peut dire qu'il y a une partie profonde de lui qui souhaite mourir au niveau conscience, d'accord? Donc on retrouve souvent ce réprimer non exprimé dans les problèmes de cancer. Donc en fait, la thérapie énergétique, bien sûr, elle est compatible avec les actes médicaux, et d'ailleurs c'est indéniable. Jamais un énergéticien ne doit faire de diagnostic. Alors moi, je suis un peu biaisé parce que je suis médecin, donc je peux faire des diagnostics, mais quelqu'un qui est énergéticien, vous êtes médecin pour être énergéticien, hein, c'est quelque chose que tout le monde peut se former à ça, eh bien, ne doit pas faire de diagnostic. Et un énergéticien intègre, il encourage à écouter les avis médicaux, surtout pas à dire, attendez, je vais vous faire une séance, vous allez tout comprendre, clac, vous allez dire, non, ça, c'est pas question. C'est une carte supplémentaire, hein, et il faut l'utiliser. Voilà. Donc, les actes médicaux doivent être poursuivis, quoi qu'il arrive, sauf si vraiment le patient ne veut plus, forcément, mais le discours du praticien, ça ne doit pas être vous arrêtez votre chimio, parce que c'est pas bon pour vous. Enfin voilà, c'est pas du tout le discours qu'il faut avoir, en tout cas, je pense. Alors, plusieurs configurations sont possibles pour l'intervention. Quand est-ce qu'il faut consulter? Alors, je consulte quand tout va bien à titre préventif. Oui, alors ça, c'est pas un concept très occidental. Un concept plus oriental, c'est sûr que aller en Chine, le médecin, les patients, ils vont d'abord consulter le médecin traditionnel chinois avant d'aller voir le médecin le biomédical. Et puis surtout, ils vont avoir cette notion d'y aller une fois de temps en temps pour voir si tout va bien. Parce que si on part du principe que tout commence dans la conscience, donc tout commence dans l'énergie, eh bien il suffit de repérer les blocages éventuellement qui seraient déjà un petit peu en train de se faire ou bien qui reviendraient de façon répétée pour éviter qu'ils se répètent ou qu'ils restent trop longtemps en tension et tout de suite essayer de régler les comportements qui ne lui rendent pas service. Et donc, il y a un rôle préventif important à ce niveau-là. Bon, ça encore, souvent, en France, on a plutôt tendance à aller vers des thérapies non conventionnelles quand la biomédecine ne peut plus rien faire. Heureusement, ça change un petit peu. La preuve, c'est qu'on est tous là. Mais ça reste encore pas la généralité. Alors, on vient de découvrir un cancer, je consulte. Bien évidemment, il faut comprendre pourquoi le cancer est arrivé là et pas là, ou ici et pas ailleurs, et donc je pense que à n'importe quel moment, on peut consulter pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre conscience et pourquoi ce cancer est arrivé. Je suis en traitement curatif, j'ai des effets indésirables. Donc ça aussi, c'est important, parce que les effets indésirables, ils sont divers et variés. Certaines personnes en font, d'autres pas. D'autres en font à un endroit, d'autres pas. Pourquoi? Que se passe-t-il? Quel est le chakra incriminé? Que se passe-t-il dans la conscience de ces personnes à ce moment-là? Ça a donc un intérêt d'essayer de pointer les dysfonctionnements à ce niveau-là. Alors, j'ai été traité, je suis en rémission, je consulte pour éviter les récidives. Évidemment, encore un peu dans la prévention secondaire, on va éviter
on va éviter de revenir sur un cancer, on va essayer de comprendre pourquoi le premier s'est déclenché, ou on a été guéri, tant mieux. Peut-être qu'on a déjà d'ailleurs adapté nos comportements entre deux. En tout cas, c'est bien de faire un petit bilan à ce moment-là pour voir un petit peu où on en est. Je suis dans le palliatif, j'ai besoin d'un accompagnement. Bien sûr, comme toutes ces thérapies, permettent des accompagnements en soins palliatifs pour les douleurs et puis pour tout ce qui est notion de fin de vie, enfin, c'est important. On peut faire cet accompagnement à ce moment-là. Alors, la consultation énergétique peut permettre de bien définir le profil du patient. Bon, souvent, vous avez entendu, en oncologie, on peut utiliser parfois un petit peu le profil de personnalité des psychologues, la personnalité A, B, C, D, vous avez tous entendu ça. Il y en a certains qui définissent un profil sur des blessures dans l'enfance, ça peut arriver aussi. Il y en a certains, comme par exemple les homéopathes, définissent des profils de personnalité en fonction de symptômes et en fonction de la substance qui correspond aux symptômes, comme tout à l'heure. Quelqu'un est plus apiloque, quelqu'un est vomicoque, enfin, voilà. C'est une façon de définir le patient, c'est une façon de bien le connaître. Et avec la technique énergétique, vous pouvez facilement aussi définir un profil de patient de façon très précise. Regardez cette carte, c'est la carte proposée par la méthode corps miroir, qui est un exemple de carte, et qui nous montre les correspondances de tension dans les chakras en fonction de couleur. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail pour l'instant, mais regardez, pour chaque chakra, qui y en a 7, il y a au moins 6 propositions différentes, et en compte, ce ne sont que des propositions, c'est-à-dire que vous avez d'autres lectures possibles des problèmes dans la vie des gens. Donc, ça permet quand même d'avoir un profil assez intéressant pour aider les patients. Et puis, ça va être intéressant peut-être pour l'oncologue d'avoir ces notions-là pour qu'il puisse adapter son discours. Alors, c'est intéressant aussi pour permettre une meilleure indication vers le soin de support dont il a besoin, puisque forcément, si on pointe une tension par exemple dans un chakra, on encourage la guérison avec l'acte de soin énergétique. Mais on peut aussi encourager les gens à aller s'encourager avec d'autres personnes à faire des soins de support, la méditation, l'art-thérapie, la sophro, etc., pour compléter un peu cette guérison et puis l'aider à s'encourager à aller mieux. Alors, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais ça serait vraiment bien qu'un jour, effectivement, on puisse intégrer dans les RCP, c'est-à-dire les réunions pluridisciplinaires des énergéticiens. Alors, est-ce qu'il faudrait faire des RCP spéciales pour soins de support? Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre des énergéticiens dans les RCP médicales? En fait, il faudrait quelque chose un peu global. Alors, je pense que ça se profilera dans les années à venir sans problème. Former plus de médecins à ce concept, ça serait bien aussi, parce que même si le médecin ne va pas forcément, appliquer ou faire des soins énergétiques, c'est bien de comprendre les systèmes parce que ça permet aussi de prendre les patients par une autre facette. Moi, tous les jours, je ne fais pas forcément de soins énergétiques, mais au moment de l'interrogatoire, quand je parle avec les gens, je leur pose des questions qui ont un rapport avec leur chakra, ils ne s'en rendent pas vraiment compte, et on arrive comme ça à pointer des petites choses et ça les tique quelque part. On voit qu'ils réagissent à certaines choses. Et donc, c'est bien de restituer ça aux gens pour les amener un petit peu à comprendre ça. Et si tu veux, Jean-Philippe, il est là, Jean-Philippe, ouais. Si un jour tu veux qu'on mette quelques internes, parce que tu vois, là, Martin, il a fait une quantification sur 40 ans, mais on pourrait très bien aussi mettre quelques internes et faire des tests de médecine pour essayer un petit peu de clarifier tout ça. Ça permettrait de mettre un petit peu en avant aussi l'énergétique qui n'est pas encore pour l'instant reconnu au même titre que l'homéo ou la sophrologie, tout ça dans les milieux médicaux. Donc ça pourrait être bien de commencer. Moi je suis maître de stage universitaire, donc facilement avoir accès à des internes qui, à mon avis, seraient peut-être prêts à faire des choses. Alors, quelques petites lignes de conclusion. Il n'y a rien de mystique ou de magique dans les soins énergétiques. Vous avez vu, c'est ni plus ni moins des méthodes analytiques. Il y a des outils, les outils s'apprennent, il y a des choses à apprendre, c'est indéniable. Mais il n'y a rien de mystique ou de magique. Il faut enlever tout ça. Il faut revenir à quelque chose de simple. Voilà. De ce point de vue, ce n'est pas une question de dons. J'ai besoin d'avoir des dons pour apprendre l'énergétique. Moi, je n'ai pas de dons. J'ai appris, c'est tout. Voilà. Il existe de nombreuses façons pour se former. Il faut quand même faire attention et savoir se rapprocher des gens qui en font souvent
et puis se méfier de pseudo-formations sur Internet à 50 balles, tout ça. Enfin, il faut être cohérent, quoi. C'est quand même important. On parle de la vie des gens, on va dans leur intimité, on va dans des choses. Il ne faut pas leur raconter des bobards. Il faut vraiment faut faire attention à ça. Donc, n'hésitez pas à aller. Il y a des adresses comme Pignon sur rue. Ils sont connus, ils font des bonnes formations. Donc, il faut aller vers ces adresses-là. Il y a certaines techniques qui sont globales, un peu comme la méthode cœur-miroir, avec leur propre carte de la conscience ou leurs outils propres. Et il y a certaines techniques qui sont plus ciblées et qui s'apparentent plus à des outils qu'à une prise en charge globale. Donc, ce sont plutôt des outils qui vont faciliter le travail de l'énergie, mais qui ne sont pas vraiment des thérapies complètes. Donc ça, bon, c'est à voir selon la sensibilité des gens. Le but principal du praticien, il est d'encourager les gens à se connaître et à redevenir heureux. Parce qu'au final, si on n'a pas une configuration énergétique en ligne, c'est qu'on n'est pas heureux. Alors après, j'ai pris ça sur Facebook, je trouve que c'était marrant. Vous voyez, certains comportements peuvent générer des symptômes, maintenant vous avez compris. Donc la guérison, en fait, ça consisterait donc à être heureux dans les multiples aspects de notre conscience, d'ailleurs dans tous les aspects, en matière de communication, relations, etc. Et accepter l'entière responsabilité de ce qui se passe dans notre vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un des premiers pas à la guérison. C'est pour ça que j'ai mis ce petit dessin, ça explique bien ça. C'est Scooby-Doo. Bon, c'est ma génération. Alors, un exemple de guérison spontanée. Je voulais finir par ça parce que bon, c'est quand même pas la majorité des guérisons spontanées. Martha Hoffman, lui, aussi a une guérison spontanée, mais je voulais vous parler d'une guérison spontanée d'un de mes patients. Parce que c'est pas tous les jours, mais quand même, ça existe. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu ce patient, c'était il y a 5 ans. Il s'appelait Jean, on va l'appeler Jean. Il avait 70 ans, et puis à l'époque, je faisais pas d'énergétique, j'étais simple médecin. J'ai pas mal. Et il consulte il y a 5 ans parce qu'il avait une infection du poumon. Donc on lui traite l'infection du poumon gauche. Et puis un mois après, il toussait toujours. De fil en aiguille, on arrive jusqu'aux examens complémentaires, on lui fait un scanner, on lui trouve un cancer bien évolué. Bon. Il est orienté en temps et en heure. Il voulait aller sur l'île, donc il allait sur l'île. Il voit des pneumologues, des cancéros, ils lui font une biopsie, et paf, c'est un cancer vraiment à un stade quand même avancé. Et voilà. Et donc là, on lui dit, monsieur, il faut vous opérer, il faut vous enlever le poumon, puis après, vous aurez peut-être de la chimio, de la radio, etc. Donc, ce monsieur avait pas eu de consultation d'annonce à l'hôpital, du coup, c'est moi qui devais lui dire tout ça, en partie, donc je le vois en consultation. Et là, il me dit, non, moi, je fais rien. Donc, là, je me dis, voilà, c'est toujours un petit peu délicat pour un médecin d'entendre un patient qui ne veut pas se faire soigner, mais bon, ça fait partie du truc, c'est comme ça. Je dis, c'est tout, c'est votre choix, et je laisse faire. Et puis, dans ma tête, je me dis, bon, lui, la prochaine fois que je le vois, je vais lui refaire un scanner, on va voir que le cancer a grossi, donc ça va lui faire un tilt, il va aller se soigner. Donc du coup, il refuse. Et puis, voilà, je le revois 3 mois après et je lui refais faire un scanner. Et puis, à 3 mois, le scanner ne montre plus que 50% de la tumeur. Et à 6 mois, la tumeur est quasi disparue. Donc là, je me sens bizarre. je ne comprends pas. Écoutez, je lui dis, c'est un miracle. Voilà. Votre cancer est parti. Donc à l'époque, bon, j'avais pas notion de tout ça, mais quand même, c'est quelque chose qui marque, ce genre de choses. Donc voilà. Entre-temps, je me forme et je pensais toujours à cette histoire de monsieur, et donc j'essaye d'utiliser mes outils, ma carte de la conscience, et je me dis, voilà, ce monsieur, je vais lire ses symptômes. Il a un poumon, et dans ce poumon, il y a un cancer. C'est la topographie qui est reliée au chakra du cœur, une espèce de petite boule ici, verte, qui est dans la poitrine, le centre énergétique qui est dans la poitrine. Et souvent, quand le chakra du cœur, il est lié aux aspects de la conscience qui traitent des relations avec les personnes proches du cœur. Donc les personnes proches du cœur, je viens excusez-moi, les personnes proches du cœur sont les gens vraiment proches du cœur, donc souvent les enfants, les parents, voilà, les gens très proches du cœur. Bon, je rajouterai en plus que ce monsieur était droitier et que ça va toucher son poumon gauche. Et le poumon gauche, c'est souvent schématiquement un problème émotionnel, ou un problème avec une femme, ou un problème émotionnel avec une femme. Donc,
Jean avait-il à ce moment-là un problème relationnel avec quelqu'un de très proche? Voilà ce que je me pose comme hypothèse, comme question. Donc, j'attends qu'il revienne en consultation et je l'invite à boire un petit coup au café du coin. Bon, c'était un café, hein, c'était en pleine journée, je vous rassure. Et puis, ben, j'essaye de savoir ce qu'il a fait à ce moment-là, parce que je lui demande, est-ce que vous avez consulté quelqu'un? Est-ce que vous êtes voir magnétisme là, quelque chose? Enfin, voilà. Et il me dit, bah, non, rien du tout. Enfin, non, non. Et puis, du coup, je lui pose cette question. Et là, il me sort comme ça, bah, voilà, écoutez, c'est vrai que eh ben, ça fait 30 ans que je ne voyais plus ma fille, parce qu'on s'est brouillé pour un gros truc. On n'a pas dit quoi, mais enfin voilà. Et du coup, bah là, de toute façon, je savais que j'allais mourir, donc il fallait à tout prix que je revoie ma fille. Donc en fait, monsieur, il a juste décidé d'aller retourner voir sa fille. Parce que monsieur, ça faisait 30 ans qu'il réprimait ça. Il y avait 30 ans qu'il voulait aller voir sa fille. Ça fait 30 ans qu'il voulait rediscuter avec sa fille. Et je pense que c'est cette adaptation dans sa conscience qui a fait qu'il a guéri spontanément. En tout cas, le cancer a disparu. Et puis, il a écouté sa conscience, il a cessé de réprimer le problème relationnel, il va bien, il passera son 83e Noël extatique très bientôt. Voilà. Voilà, donc c'était un petit exemple de guérison spontanée. C'est un bel exemple, je trouve. Voilà. Merci pour votre écoute.